président de la République, Alassane Ouattara, est de retour à Abidjan. Depuis hier, il était en Israël, a pris part aux obsèques du président Shimon Peres. Avant Israël, Alassane Ouattara était l'invité d'honneur du 40e anniversaire du Centre d'études et de recherche sur le développement international à Clermont, en France. La troisième édition des Journées nationales du cacao et du chocolat, c'était hier samedi en présence de tous les acteurs engagés dans la production du cacao et sa transformation. En République démocratique du Congo, le président de la commission électorale a dit samedi s'attendre à ce que l'élection présidentielle initialement programmée en novembre prochain soit reportée à décembre 2018. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Pour le magazine de ce dimanche, nous allons recevoir Madame Zamblé Georgette, elle est psychologue, présidente de l'ONG Lead africaine. Avec vous, nous allons parler des enjeux et défis d'une gouvernance par les femmes. Alors, Madame Zamblé, vous travaillez pour favoriser le leadership des femmes en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? C'est exact, Monsieur Alvorassa. Lead africaine est effectivement née de la vision d'une nation où les femmes et les hommes participent de façon équitable à la gouvernance et où les femmes exercent un leadership de qualité. Vous avez dit de façon équitable. La suite, c'est pour tout à l'heure, Madame Zamblé. Vous le savez certainement, le président de la République, Alassane Ouattara, est de retour à Abidjan depuis hier. Il était en Israël où il a pris part aux obsèques du président Shimon Peres. Avant Israël, Alassane Ouattara était l'invité d'honneur du 40e anniversaire du Centre d'études et de recherche sur le développement international, et c'était à Clermont, en France. Deuxième grand titre de ce journal, et parlons de la troisième édition des Journées nationales du cacao et du chocolat. C'était hier en présence de tous les acteurs engagés dans la production du cacao et sa transformation. Le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan était présent à cette célébration. Une ambiance de fête foraine, un décor de fèves de cacao séchées et exposées au soleil. Nous sommes au village du cacao, à la troisième édition des Journées nationales du cacao et du chocolat. Tout rappelle qu'ici, le cacao reste le maître et que le producteur de cacao est à l'honneur. Ils sont venus des quatre coins de la Côte d'Ivoire pour prendre part à leur journée. Les Journées nationales du cacao et du chocolat, célébrées chaque année en début de campagne cacaoyère. Je voudrais féliciter toutes les productrices, tous les producteurs de cacao. Et je voulais les inviter à poursuivre leurs efforts afin de toujours améliorer leur rendement qui leur a valu la reconnaissance de la nation. Fixé à 1000 francs l'an dernier, le prix Borchamp du kilogramme de cacao est fixé à 1100 francs pour la campagne qui s'ouvre. Le bien-être des producteurs, une priorité pour le gouvernement. Le président de la République est sensible à leur sort. Il a demandé d'ailleurs, qu'en liaison avec le ministre de l'Agriculture, du Développement rural, mais aussi en liaison avec le ministre de l'Industrie, on a aussi fait une transformation plus poussée de ces différents produits, notamment en ce qui concerne le cacao, mais aussi en ce qui concerne l'anacarde et le coton, de manière à ce qu'on assure des revenus stables et rémunérateurs à la fois pour le monde paysan, mais aussi des jeunes là qui vont aller dans le domaine aussi de la transformation. Et cette mamelle de l'économie ivoirienne, il faut justement en faire un label. Le cacao de Côte d'Ivoire a désormais une identité, de quoi ravir les producteurs de cacao. Je dis toutes les femmes n'ont qu'à travailler comme moi je travaille là. Si on travaille comme ça, on sera bien. Je suis vraiment très content parce que vous voyez, le prix du cacao qui était de 750, aujourd'hui nous sommes à 1100 francs. Mais il faut remercier le chef de l'État. Il est dans notre peau, il nous écoute. Donc vraiment, nous sommes de cœur, nous sommes avec lui. Des résultats positifs qui n'auraient pas été possibles sans le soutien de partenaires dont le CNRA, le Centre national de recherche agronomique. Les travaux déjà engagés ont des résultats qui sont très promoteurs parce que nous allons vers la sélection de matériel végétal résistant justement à la sécheresse. Agir ensemble pour relever les nouveaux défis de la filière cacao, le thème de cette troisième journée de célébration. Un thème à valeur de symbole,
pour marquer l'engagement des différents acteurs de la filière cacao de toujours veiller à rester numéro 1 mondial de la production cacaoyère. Et c'est un reportage de Wilfried Herman Djivich. En vue d'aider les femmes de Débrimont dans la région des Grands Ponts à augmenter leur production d'attiqué, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a offert à une association de femmes une unité de transformation de manioc d'une valeur de 35 millions de francs CFA. Francis Boifo. Cette unité de transformation du manioc devrait soulager les femmes de Débrimont dans la région des Grands Ponts. Elles sont obligées de patienter 2 mois encore pour abandonner les techniques traditionnelles de production de l'attiqué. C'est que l'unité n'est pas reliée au réseau électrique. Il nous faut tirer le courant sur plus de 600 mètres, ce qui nécessite, selon l'évaluation de la CUE de Dabou, l'achat d'au moins 5 poteaux électriques, ce qui est un imprévu de taille. Certaines de nos machines étant électriques, le courant devient indispensable pour le fonctionnement optimal de l'unité. J'ai pris bonne note. Le conseil régional examinera avec bienveillance le raccordement électrique de votre unité. L'unité de transformation d'une valeur de 35 millions de francs CFA a été offerte par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Le renforcement des capacités techniques ainsi que l'encadrement rapproché pour lequel nous nous sommes engagés au cours de l'année à venir est important et constituera un aspect clé pour la maîtrise des techniques de production et de gestion nécessaires au fonctionnement durable de votre unité. Soyez assurés que notre appui constant auprès des populations bénéficiaires ne fera jamais défaut. Et ce, pour une gestion rigoureuse de cette unité, afin que les objectifs d'amélioration des conditions de vie des populations et de lutte contre la pauvreté soient atteints. Pour permettre aux femmes de se prendre en charge, le PNUD a l'ambition d'installer plusieurs unités de transformation d'attiqué dans les régions de la Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire et la société indienne Chilo Manganèse ont signé une convention pour exploiter du manganèse dans la région du Poro. On en parle avec Chantal Eouman Akadan. Le manganèse est un matériel qui est caractérisé pour sa dureté et sa résistance. Il sert à fabriquer des alliages. Le sous-sol de la Côte d'Ivoire regorge de ce métal. 4 sociétés minières d'exploitation de manganèse sont déjà installées en Côte d'Ivoire. Une 5e vient de matérialiser son projet d'exploitation à travers une signature de convention avec l'État de Côte d'Ivoire. Il s'agit de la société indienne Chilo Manganèse qui est autorisée à exploiter cette ressource minière dans les départements de Korogo et de Dikodougou, région du Poro, pour une durée de 12 ans. We will be a law-abiding company and always will respect. Nous estimons que bien que ce soit notre première activité minière en Côte d'Ivoire, nous ferons l'effort de respecter la loi minière, nous ferons de respecter nos engagements afin que nous avancions. L'État, à travers le ministère de l'Industrie et des Mines, s'engage à accompagner cette société pour la bonne exécution du projet. La convention que nous signons aujourd'hui vise à garantir à la société Chilo Manganèse SA une stabilité fiscale pendant la durée de vie d'exploitation de cette mine, tout en assurant à l'État des recettes adéquates et tout en assurant également une redistribution au profit des communautés locales. La signature de cette convention va entraîner des investissements de l'ordre de 8 à 10 milliards de francs CFA sur la période 2017-2018 et ces investissements vont générer 200 emplois pendant la phase de construction de l'usine et près de 250 emplois permanents dans la phase d'exploitation de cette mine. Pour l'atteinte de l'émergence économique, le gouvernement met tout en œuvre pour accroître les investissements en Côte d'Ivoire. La délégation ivoirienne présente à Rabat au Maroc dans le cadre des semaines de cinéma était conduite par le ministre Maurice Benamon. Plusieurs rencontres ont meublé son séjour. Il a parlé de coopération culturelle
entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Serge Colliard. Au Maroc, dans le cadre de la semaine du cinéma ivoirien, le ministre Maurice Kwaku Bandaman a multiplié les rencontres avec son homologue de la culture. Il a abordé plusieurs questions, entre autres l'entretien et la conservation des éléments du patrimoine, les jeux de la francophonie, les accords de coopération culturelle. Nous apprenons de nos amis de Côte d'Ivoire et nous voyons ce qui est réussi chez eux et nous l'appliquons chez nous. Et puis nous sommes ouverts à mettre à la disposition de nos amis de Côte d'Ivoire tout ce qui nous semble être réussi et qui pourrait être adapté. Les questions connexes liées à ce très grand événement qu'attend la Côte d'Ivoire, qui est l'organisation du jeu de la francophonie. Nous trouverons bien entendu les moyens d'accompagner la Côte d'Ivoire sur ce sujet. Moustapha Kalfi, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement marocain, s'est également entretenu avec le chef de la délégation ivoirienne. À l'échelle du continent, c'est le Maroc qui a une grande expérience, je veux dire, de notre région, avec une école qui a été, une université qui a été ouverte il y a seulement que 3 ans ici au Maroc, qui forme des experts, des techniciens de très haut niveau au niveau du cinéma. Nous avons pu obtenir que nous puissions faire venir nos jeunes ici en formation. Ces échanges fructueux vont renforcer davantage les relations entre la Côte d'Ivoire et le Maroc dans les domaines de la culture et de la communication audiovisuelle, avec une attention poussée pour le 7e art. Les 12 secrétaires généraux des grandes chancelleries d'Afrique francophone, subsaharienne et de France en conclave à Abidjan depuis le 29 septembre ont fait le point de leurs travaux. L'état d'exécution des recommandations de la 7e conférence des grandes chancelleries de 2015 a été donné lors de la cérémonie de clôture. Salima Toudia, Wilfried Herman, Djivé. Une première dans le monde de la grande chancellerie en Afrique subsaharienne, alors que jusque-là, les grands chanceliers se réunissent en conclave. 12 secrétaires généraux des grandes chancelleries d'Afrique francophone et de France se sont réunis à Abidjan du 29 au 30 septembre. À l'ordre du jour, l'état d'exécution des recommandations adoptées lors des assises de la 7e conférence des grandes chancelleries en 2015. Le point d'exécution a permis de constater que des recommandations ont été réalisées. Certaines sont en cours et d'autres n'ont pas connu le début d'exécution. Des efforts restent donc à faire en ce qui concerne les recommandations relatives à l'instauration de l'égalité du genre, des journées promotionnelles des grandes chancelleries, de l'instauration d'un ordre commun et de la constitutionnalisation des grandes chancelleries. Ces travaux ont également mené à la préparation de la 8e conférence des grandes chancelleries prévue à Paris en 2017. La France, à la suite des attentats dont elle a été victime ces derniers mois, a décidé de créer une médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme. Voilà, et donc c'est un sujet qu'on propose donc aux autres pays de la conférence. Les secrétaires généraux ayant pris part à cette réunion technique d'Abidjan se disent satisfaits. La cérémonie de clôture a été marquée par une cérémonie de distinction. Ils sont élus locaux, opérateurs économiques, assistants de direction ou encore sportifs à avoir été élevés dans l'ordre national et du mérite ivoirien. Ces 8 récipiendaires ont reçu de la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté leur insigne. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'aide à la réinsertion en Côte d'Ivoire des jeunes ivoiriens de la diaspora à travers l'agence emploi jeunes du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique et l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont bénéficié de financements en vue de la création de leurs différentes entreprises. Ils ont été reçus par le ministre Sidi Etouré, Koné Pargassoro. Aonon Laetitia, Doué-Marie Géraldine, Tiama Jean-Jacques, Kofingue Saint-Serge sont des jeunes Ivoiriens de la diaspora. Ils bénéficient du projet d'aide à la réinsertion, initié par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service Civique à travers l'Agence Emploi Jeunes en collaboration avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration OFI. Il vise à accompagner les Ivoiriens de la diaspora qui souhaitent investir en Côte d'Ivoire. Cet appui consiste à justement rédiger une étude de faisabilité de leur projet, établir un business plan quand il s'agit d'une création d'entreprise,
soumettre cette étude à un comité de sélection qui se tient à l'ambassade de France. Lors de ce comité, il est décidé d'octroyer une subvention qui peut atteindre 6 000 € pour permettre au promoteur de lancer son activité. Je présente un projet de consultation médicale en ligne. Le médecin direct est une plateforme d'expertise médicale. Donc derrière la plateforme, on a des médecins généralistes et des médecins spécialistes qui se relaient pour répondre aux questions des patients. Ces jeunes ont reçu les félicitations et les encouragements du ministre Sidou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique. Je suis très fier de ce dispositif parce que ce dispositif vient donner une réponse à un appel du chef de l'État qui était le retour au pays des compétences nationales. Les Ivoiriens peuvent compter sur leur pays et le pays est en plein démarrage. Le pays a besoin de toutes ses ressources humaines surtout pour pouvoir accompagner son développement et son émergence à l'horizon 2020. Depuis sa création en 2009, 119 Ivoiriens de la diaspora ont bénéficié de ce projet d'aide à la réinsertion, ce qui a permis la création de plus de 280 emplois à ce jour. Autre information dans cette édition, la municipalité de Lakota équipe la maternité du village de Gbaïri, un village de la commune. Elle a offert à cette maternité du matériel médical de première nécessité. Honorine Kakoubla, Agnigori. Ce sont des matelas, des chaises, des draps et divers médicaments que le maire de Lakota, Sami Meri, a offert au centre de santé de Gbaïri. C'est un village d'environ 3000 âmes. En prélude à cette cérémonie, la municipalité de Lakota a fait reprofiler la route qui mène à ce village et refait la peinture du centre de santé. L'équipe municipale a également engagé les travaux pour la mise à niveau de l'éclairage public de Gbaïri. Pour le maire de Lakota, le plus important reste le développement et le changement du cadre de vie des populations. Après le souffle de vie que Dieu nous donne gratuitement, nous demandons, quand nous nous levons le matin, nous demandons de l'eau, le soir l'électricité, la journée quand on est malade de centre de santé, pour se soigner, pour bien se porter, l'éducation pour mettre nos enfants à l'école et la sécurité pour être à l'abri des agressions. Et c'est ça notre combat. Au nom des populations de Gbaïri, Abraham Aouma a exprimé la reconnaissance de tous à la municipalité. Sami Meri a profité de l'occasion pour sensibiliser la population de Lakota sur l'importance du référendum et les a invités à y participer massivement. Le tourisme dans le Bunkani au nord-est de la Côte d'Ivoire, on en parle maintenant. Dans cette région, il y a d'énormes potentialités touristiques qui doivent être sauvegardées, entre autres l'habitat traditionnel Lobi appelé Soukala, la mosquée de Samori à Kanga ou encore le parc de la Komoué. Franck Wadio. À 640 km d'Abidjan, Bouna, capitale de la région du Bunkani, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Une ville fondée selon les tests historiques par un guerrier nommé Boukani. Ici, quelques attractions touristiques. Un tour à Bromakoté, un quartier de Bouna, la mosquée dite mosquée Samori, qui fut construite par les anciens au XVIIIe siècle. Les sofas ont prié dans cette mosquée-là. Elle n'a donc pas été construite par Samori Touré. Elle doit son nom au fait que le fils de celui-ci, Sarengien Mori, y a prié avec ses troupes. Le site semble aujourd'hui perdu au milieu des habitations. Le liman m'a interdit à ce que les gens construisent jusqu'autour de la mosquée. Parce qu'à chaque fois, quand nous avons des cérémonies grandioses, les gens viennent les visiter. Pour s'imprégner de la réalité de l'art Lobi, un des peuples vivant dans le Bunkani, rendons-nous à Poan, à une quinzaine de kilomètres sur la piste. Voici le Soukala, habitat traditionnel. L'entrée est singulière. On y accède par le toit à l'aide de ces échelles de bois. Et cela n'est pas innocent. Vous savez, nos grands-parents, ils avaient construit ces maisons d'habitation compte tenu de des différentes guerres successives qui se passaient. Pour éviter une éventuelle attaque, ils ont construit des soukala. Vous voyez, il y a plusieurs échelles et plusieurs portes d'entrée. Et la nuit, nos parents se couchent au-dessus du soukala et pour surveiller le village. Les soukala, il n'en reste plus beaucoup dans la région, selon ce guide touristique. La tendance à disparaître, compte tenu de la modernisation. Aujourd'hui, nous sommes au lait tout ciment. À Bouna, il n'y a plus de soukala.
aux environs de Bouna, il n'y a plus de Soukala. Si ce n'est pas Point qui a essayé de conserver cela. Mais si demain Point est loti, vous savez que les Soukala vont disparaître. Donc maintenant, c'est à l'État, surtout au ministère du Tourisme, de voir comment conserver ces différents sites touristiques-là. Pour la direction locale du tourisme, il faut que les populations s'impliquent dans la sauvegarde de ces sites. Le tourisme n'aime pas seulement nos Blancs qui viennent de l'Europe. C'est nous-mêmes, le tourisme en interne. Côte d'Ivoire Tourisme, pour sa part, entend jouer sa partition. Et mon travail, c'est la promotion. La promotion à la fois de la culture, mais des cultures qui existent, pour en faire une somme de valeurs sur lesquelles on peut travailler. Et ça, nous avons de la matière pour pouvoir travailler. De la substance pour travailler. Illustration, le parc de la Comoé. Plus d'1 150 000 hectares, la plus grande réserve de biosphère en Afrique de l'Ouest. Une source de richesse insoupçonnée. Franck Kouadio, un mot de sport et parlons du tournoi de football de Bétiche. Le top départ a été donné par Brouaka Pascal, fils de la région. Benson Pierraka. Les villages du département de Bétier attendaient avec impatience le lancement de l'édition 2016 du tournoi de l'émergence. Depuis samedi, c'est chose faite. Le match d'ouverture oppose à Abradinou l'équipe du village en bleu à celle de Moussakro Yere Yere. Coup d'envoi donné par Brouaka Pascal, fils du village et PCA de la RTI. Il est de notre devoir de faire découvrir à nos parents qui sont ici au village un peu de ce qui se passe en ville. Donc c'est une tradition ici. Nous sommes aujourd'hui, je crois, à la 10e édition. Et l'année dernière, c'était le tournoi de l'émergence trophée Alassane Ouattara. Nous avons repris cela et ça permet quand même aux jeunes de notre département de s'amuser sainement. La première période de jeu est dominée par les rouges de Moussakro qui malheureusement ne concrétisent pas leurs occasions. Ils encaissent un but contre le coup du jeu sur une faute de main de leur gardien, pourtant jusque-là excellent. Abradinou inscrit même un second but sur pénalty. Encore un mois de compétition pour une finale prévue fin octobre en fanfare. Le reportage de Benson Pierraka a été commenté par Cathy Touré. En République démocratique du Congo, le président de la commission électorale a dit hier samedi s'attendre à ce que l'élection présidentielle initialement programmée en novembre prochain soit reportée à décembre 2018. Et puis, les Cap-Verdiens votent ce dimanche. Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 19h, soit 9h à 20h GMT. Au total, 314 000 résidents de l'archipel et 47 000 Cap-Verdiens vivant à l'étranger sont inscrits sur les listes électorales. Si aucun des candidats n'obtient la majorité absolue, un second tour sera organisé. Mais le président sortant est crédité par les sondages de 70% des voix en l'absence de l'actuelle confrontation avec le Parti africain de l'indépendance du Cap-Vert, ex-parti unique qui n'a pas désigné de candidats. Aux États-Unis d'Amérique, les tensions raciales sont de plus en plus vives. En cause, les bavures policières portées essentiellement contre les Noirs. Ces 3 dernières années ont été marquées par de nombreuses brutalités policières contre les Afro-Américains. Plusieurs jeunes Noirs non armés ont été tués en majorité par des policiers blancs. Sylvie Touré. Caroline du Nord. La communauté noire crie sa rage et son mal. Plusieurs jours de manifestations contre l'assassinat d'un de ses fils, froidement abattu par la police. Kate Leymont Scott, 43 ans, a été tué dans un parking. L'agent responsable du crime soutient qu'il avait une arme à feu et était menaçant. Un témoin révèle le contraire. Il n'avait qu'un livre en main. La vidéo du crime tranchera plus tard. La version de la police est loin de la vérité. Les manifestants crient au racisme. Les autorités, elles, parlent plutôt de bavures policières, donc de crimes commis par erreur. Ce genre de crime, l'Amérique en compte de plus en plus, surtout à l'encontre des Noirs. Michael Brown, 18 ans, Trayvon Martin, 17 ans, Kimani Gray, 16 ans, Tamir Rice, 12 ans, Walter Scott, 50 ans, Jonathan Ferrell, 24 ans,
La liste est loin d'être exhaustive. Tous étaient sans armes lorsqu'ils ont été abattus par des policiers blancs. Ces crimes ont eu lieu entre 2012 et 2016 et ont pour la plupart débouché sur des émeutes. Le premier facteur, c'est que l'image du noir a été écorchée avec l'esclavage et ensuite la ségrégation qui a duré près d'un siècle. Et rien n'a été fait pour reconnaître cette ségrégation, pour reconnaître l'esclavage. Plus de 1100 civils ont été tués aux États-Unis en 2015, environ 600 fin premier semestre 2016. Les victimes sont en majorité des Noirs, la fibre raciale à nouveau sous tension, alors que la Maison-Blanche est occupée par un président noir, le premier de l'histoire des États-Unis. C'est que l'élection de Barack Obama avait été perçue comme le solde des comptes du passé esclavagiste et ségrégationniste de l'Amérique et l'aboutissement de la lutte pour la reconnaissance des droits civiques du noir. L'aboutissement d'un combat, celui de Rosa Parks, surnommée la mère du mouvement des droits civiques, Malcolm Little, devenu Malcolm X, Martin Luther King, auteur du célébrissime I Have a Dream. Cette espérance s'effondre ces dernières années entre bavures policières et tensions raciales. L'Amérique est-elle en train d'exhumer ses démons? De sa tombe, Martin Luther King peut continuer de rêver. Depuis l'arrivée du président Obama au pouvoir, on a près de 50% d'Américains blancs qui estiment que les relations interculturelles ne sont pas les bienvenues aux États-Unis. Cette arrivée au pouvoir confirme ce qu'on appelle le stress racial. Bon, ils font des prévisions. Voilà, donc selon ces prévisions, d'ici 2050, la population américaine sera noire et latino-américaine. Donc les Blancs d'origine britannique vivent un certain stress qui les amène à commettre des crimes. Les Noirs aux États-Unis, c'est 14% de la population, dont 27% sous le seuil de la pauvreté, contre 15% pour l'ensemble de l'Amérique. Le taux de chômage y est estimé à 13,14% contre 6,7% pour les Blancs. Depuis les luttes des années 60 qui ont accordé les droits aux Noirs, la situation des Noirs est toujours une situation précaire. On peut remarquer, selon les statistiques, par exemple, que 75% des crimes sont commis par les Noirs. D'hier à aujourd'hui, la condition des Noirs ne s'est pas vraiment améliorée aux États-Unis. Barack Obama lui-même le reconnaît. En mars 2015, à l'occasion de la commémoration du Bloody Sunday, le dimanche sanglant à Selma, au lieu de la lutte pour la cause noire, le président américain affirme ceci. Il nous suffit d'ouvrir nos yeux, nos oreilles et nos cœurs pour savoir que l'ombre de l'histoire raciale de ce pays plane toujours. Aveu d'impuissance ou sentiment d'échec. En tout cas, la tentation du repli identitaire gagne du terrain. Des organisations pour favoriser le commerce intracommunautaire voient le jour, d'autres encore pour dénoncer les actes racistes et défendre la cause des Noirs. Il faut reconnaître aussi que très souvent, les policiers n'ont pas subi les condamnations que tout le monde avait espérées. Mais je ne crois pas que ce soit le fait de la faiblesse de l'administration Obama. L'Amérique se prépare à tourner la page Obama. La communauté noire, elle, attend des candidats à la Maison-Blanche des solutions au mal-être de ses membres. En attendant, les stars afro-américaines donnent également de la voix. Un moment arrive où le silence est une trahison. Je ne resterai pas silencieuse. Promet la championne mondiale du tennis Serena Williams, citant Martin Luther King. D'autres dans un clip intitulé « 23 raisons pour se faire tuer quand tu es noir en Amérique » dénoncent le retour des vieux démons du racisme. Le magazine de ce dimanche va être consacré à la femme. En attendant, intéressons-nous à leur autonomisation en milieu rural. 1000 femmes de la région de Gbeke se sont mises ensemble pour lutter contre la pauvreté et assurer la sécurité alimentaire. Soro Corona, Ouattara Amadou. Les femmes représentent plus de 48% de la population ivoirienne selon les dernières données du recensement de 2014. Plus de 60% de ces femmes vivent en zone rurale. 60 à 80% de la production alimentaire est assurée par des femmes.
Cependant, elles ne vivent pas du fruit de leur labeur. Plus de 1000 femmes de la région de Gbeke ont fédéré leurs forces et énergies au sein de la FEDAXI, Fédération des femmes dynamiques de Côte d'Ivoire. Mission assignée à cette nouvelle coordination de la FEDAXI, faciliter l'accès des femmes aux prêts bancaires, aux nouvelles variétés améliorées, aux parcelles culturelles et à la formation aux techniques culturelles. Cette fédération vient d'installer sa coordination régionale. Les autorités locales ont engagé ces femmes à participer à l'atteinte de la sécurité alimentaire en s'investissant dans la production intensive des produits maraîchers. Pour être plus compétitive et partager d'autres expériences, la Fédération des femmes dynamiques de Côte d'Ivoire est désormais affiliée à l'ONG Mères et Filles Entrepreneurs de Côte d'Ivoire. La FEDAXI compte sillonner toutes les sous-préfectures de la région de Gbeke en vue de sensibiliser les femmes rurales sur leur rôle dans la production alimentaire en Côte d'Ivoire. Pour le magazine de ce dimanche, nous recevons Madame Zamblé Georgette, les psychologues, présidente de l'ONG Lead africaine. Avec elle, nous allons parler des enjeux et défis d'une gouvernance par les femmes. Avant notre entretien, nous allons suivre ce reportage sur la participation des femmes à la politique ivoirienne. Augmenter la présence des femmes dans l'arène politique ivoirienne, un objectif pour l'ONG britannique internationale Alert lors des échéances électorales. Un autre de ces challenges, renforcer la représentativité des femmes dans les instances décisionnelles. L'action que nous menons, c'est d'attirer l'attention des décideurs, l'attention des femmes elles-mêmes, l'attention des partis politiques sur le fait d'impliquer les femmes à la prise de décision. Parce que le développement ne se fait pas seulement avec une frange de la population, mais je pense avec toutes les forces vives. Et les femmes constituent cette autre force vive-là de la nation. Pour améliorer la représentation des femmes, l'ONG entend cette fois impliquer les rois, chefs traditionnels et leaders religieux dans les séances de sensibilisation qu'elle initie. Si ces chefs, en tant qu'autorité, comprennent le bien fondé des enjeux justement de la participation politique de la femme, ils seront les porte-parole, ils seront les avocats pour défendre les femmes et même pour faire en sorte justement de favoriser les candidatures et de les accompagner justement pour qu'elles soient élues davantage. Les femmes participent de manière insuffisante au jeu démocratique. Cela est prouvé, selon l'ONG britannique internationale Alert, à travers ces statistiques qu'elle présente. 9,80% des sièges à l'Assemblée nationale, 5,8% au niveau des communes, 25% au niveau gouvernemental et un siège dans les conseils régionaux. Madame Zamblé Georgette, est-ce que vous avez le sentiment que les femmes en Côte d'Ivoire ne sont pas prises en compte dans la gouvernance du pays? Les chiffres qui viennent d'être exposés dans l'élément précédent sont suffisamment évocateurs du fait que les femmes ne participent presque pas à la gouvernance en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans un pays qui regorge de milliers de femmes très compétentes et nous nous retrouvons avec 9 femmes ministres sur 36, à peine 10% de femmes au Parlement et les chiffres sont encore beaucoup plus bas en ce qui concerne les municipales, les régionales et j'en passe. Il est clair qu'il y a un vrai problème de participation très faible. Nous sommes là face à une situation d'exclusion de la femme au processus décisionnel en Côte d'Ivoire qu'il faut rapidement rattraper. Nous sommes aujourd'hui dans une démocratie qui se veut représentative et si 50% de la population ne participe pas aux instances de décision, c'est un problème de gouvernance. Le problème se pose même dans les partis politiques où pour être candidate, c'est la croix et la bannière pour les femmes, alors que nous savons que c'est justement ces femmes qui constituent la force des partis politiques par la force de leur engagement et par leur capacité de mobilisation. Alors, il faut les positionner simplement dans une démarche d'équité et leur donner les appuis conséquents pour qu'elles participent aux instances de décision. Alors, Lead africaine, hein, n'est-ce pas, hein, c'est Lead africaine. Lead africaine, hein, c'est oui. Le nom de votre organisation non gouvernementale et vous travaillez pour le leadership justement de ces femmes. Absolument. Oui. Nous avons fait le rêve de voir des femmes participer de façon équitable avec les hommes aux instances de décision, à la gouvernance et nous nous sommes donnés pour mission de donner les ressources aux femmes de tout rang social, à tous les niveaux,
pour qu'elles puissent effectivement jouer leur partition dans le développement de leur pays par le développement de leur leadership. Et est-ce que ce rêve est en train de se réaliser? Nous y croyons. Pour pouvoir réaliser un rêve, il faut déjà le faire. Nous avons rêvé et nous sommes en train d'y arriver. Nous sommes en train de mener toutes les actions qu'il faut. Là, nous venons d'ouvrir notre académie politique et de leadership pour accompagner les femmes dans une action plus durable que nous le faisons jusqu'à présent. Alors, on va récapituler. Tout à l'heure, vous avez parlé des statistiques au niveau du gouvernement, des ministres, des députés, des maires, conseils régionaux. Au niveau des députés, il y a combien de femmes députées? En pourcentage? En pourcentage, nous sommes à même pas 10%. Les chiffres l'ont dit tout à l'heure, nous sommes à 9,99%. C'est dramatique pour la Côte d'Ivoire. Presque 10%, mais pour la Côte d'Ivoire, franchement, nous pouvons aller plus loin. D'autant plus que ce n'est pas les compétences qui manquent. Très bien. Au niveau des maires? Au niveau des maires, c'est 5%, à peine 6%. Il y a conseil et conseil régional, il y a une seule femme. alors justement, est-ce que ces femmes, lorsqu'elles sont à ces postes, est-ce qu'elles assument convenablement? Absolument. Femmes maires, femmes députées, femmes présidentes du conseil régional. Absolument. Vous constaterez que les femmes, en plus d'avoir les compétences techniques, comme les hommes l'ont également, tout à fait. Et quelquefois même elles ont plus pour certaines, elles développent certaines capacités et elles ont certaines particularités qui font qu'il y a une plus-value dans leur gouvernance. Les femmes savent diriger avec une façon beaucoup plus humaine parce qu'elles développent beaucoup de capacités qui leur permettent d'aller vraiment dans un développement plus efficace. Il est bon que le potentiel que les femmes ont soit vraiment renforcé et qu'on leur permette de contribuer au développement si vraiment nous voulons un développement durable. Alors, on peut prendre des exemples? Oui. On peut en avoir quand même oui, au niveau il y a des eu le femmes cas maires. lorsque le réseau des femmes élues locales est allé faire le bilan de ses mandatures avec les Nations Unies, on s'est rendu compte que ces femmes avaient développé des solutions pratiques et avaient développé une capacité de mener des projets pertinents. Elles ont également cette capacité à faire en sorte que la population participe. La gestion participative, c'est très important aujourd'hui. Et ces femmes ont démontré qu'elles savent le faire, elles savent être proches des populations. Et souvent, elles font beaucoup avec peu de moyens parce qu'elles sont imaginatives, parce qu'elles savent anticiper. Et les femmes ont cette capacité également de faire en sorte d'éviter les conflits et donc d'avoir un développement plus harmonieux. Il est bon qu'on en tienne compte et nous pensons qu'avec l'expérience des doyennes qui encouragent les autres, cela peut porter beaucoup de fruits pour notre pays. Entre autres, sans publicité. Entre autres doyennes, vous le disiez. Entre autres doyennes, nous avons Mme Makangui, maire de Port-Boué, qui est la doyenne des doyennes au niveau des élus locaux, dont l'expérience peut être très importante pour les plus jeunes. Alors, est-ce que lorsque les femmes sont au pouvoir, est-ce qu'il n'y a pas d'abus? Est-ce qu'il n'y a pas d'excès souvent? Vous savez, lorsque une personne s'est débattue pour arriver là où elle est, lorsque les familles arrivent, il y a deux possibilités, deux cas qui se présentent au moins. D'abord, elle est face à une adversité qui ne dit pas son nom. Elle fait face à beaucoup de violences silencieuses lorsqu'elle arrive à ce niveau. Donc déjà, parce qu'elle est femme. Parce qu'elle est femme. Donc déjà, elle doit faire face à cela. En plus, elle doit toujours prouver qu'elle est exceptionnelle, qu'elle fait mieux, et donc elle se débat pour le faire. Donc évidemment, elle se crée des mécanismes de défense qui peuvent apparaître comme trop de rigueur et tout cela. Mais ce sont des choses qui peuvent être facilement corrigées dès lors que cette femme est valorisée, dès lors qu'elle se sent en sécurité et qu'elle est accompagnée comme nous le faisons. Alors, dites-nous, au niveau de votre organisation non gouvernementale, comment vous menez votre stratégie pour mieux former les femmes, justement pour avoir des femmes leaders? À notre niveau, en plus des ateliers pratiques que nous organisons régulièrement, nous faisons beaucoup de coaching qui consiste en des accompagnements vraiment personnalisés pour que les femmes puissent gagner en force et en légitimité dans les espaces publics et qu'elles puissent de façon aisée prendre part au débat et au processus décisionnel, bien entendu en articulant leurs intérêts sexo-spécifiques avec des intérêts plus généraux de gouvernance et de démocratie. Ce que nous faisons également, c'est de faire en sorte que les femmes restent fixées sur leurs objectifs en tant que leaders et transforment les obstacles qui se présentent à elles en opportunités. Et nous capitalisons beaucoup avec les expériences. Nous faisons en sorte qu'il y ait beaucoup de partage d'expériences pour que les femmes puissent s'entraider au-delà de tous les clivages politiques qui peuvent exister. Très bien. Alors, vous le disiez à l'instant, la stratégie elle est souvent personnalisée. Est-ce que vous avez suffisamment les moyens pour pouvoir mener à bon port, justement, atteindre vos objectifs, je veux dire? Le premier atout de Lead Africaine,
c'est son équipe, son réseau d'expertes, très engagés pour la cause. Et ces experts sont tout le temps disposés à accompagner ces femmes au-delà des heures que vous ne pouvez pas imaginer. Même le dimanche, il y a des femmes qui viennent à notre siège que nous encadrons. Nous sommes également membres de certains réseaux, comme la COFEMSI REPC, qui encadre les femmes pour les élections. Nous sommes membres de Gens en Action et nous avons des partenaires qui nous accompagnent, qui ont cru en nous, qui partagent notre rêve, tels que ONU Femmes Côte d'Ivoire, tels que la Fondation Friedrich Ebert et le gouvernement australien. Mais nous disons que nous avons besoin de ressources plus pérennes. Alors nous venons de créer, en collaboration avec la plateforme des femmes pour gagner, une académie politique et de leadership pour que nous puissions non seulement mobiliser des ressources plus pérennes, mais que nous puissions encadrer les femmes de façon plus durable et non de façon sporadique selon les financements qui nous arrivent. Madame Zamblé, vous le disiez à l'instant, mobiliser des ressources beaucoup plus pérennes. Est-ce que la femme, lorsqu'elle est élue, en tant que femme, elle a la possibilité, la compétence nécessaire pour mobiliser les moyens, pour pouvoir gérer, pour pouvoir mener à bien son programme? Ce qu'il est important de noter, c'est que la femme est un être relationnel. Et en tant que telle, elle a beaucoup de capacités en matière de négociation, en matière de développement de partenariat. Il suffit simplement qu'on l'oriente, qu'on lui présente les opportunités et qu'on l'accompagne dans ce sens. Et vous pouvez être sûr que les localités, les collectivités dirigées par des femmes seront excellentes simplement parce que ces femmes auront fait valoir cette capacité naturelle qu'elles ont. Est-ce que vous avez des exemples à ce niveau également? De femmes qui ont mobilisé des ressources. Qui ont pu mobiliser des ressources, qui ont pu mener à bien leurs activités lorsqu'elles ont été élues. Non plus le cas de la maire qui en fait beaucoup. De Port-Boué, non, mais les autres. Les autres également l'ont fait. Par exemple, au niveau rural, par exemple. Oui, dans le monde rural, nous accompagnons les femmes, nous personnellement, ou vous voulez qu'on parle d'élus qui ont travaillé dans le monde rural. Nous, à notre niveau, ce que nous faisons dans le monde rural, parce que nous sommes conscientes que les femmes rurales constituent une force de production extraordinaire. Alors nous travaillons à développer leur autonomisation en termes de développement du sens de la dignité et en termes de développement de certains critères tels que l'exercice de droit et tels que l'exercice de leur leadership. Nous faisons en sorte qu'elles se considèrent comme des citoyennes à part entière. Et nous avons des cas, par exemple, au niveau à l'époque de la commune d'Issia, où une femme qui était maire a mené des actions, a pu mobiliser des ressources pour organiser des choses dans sa collectivité et était présentée comme un modèle. Au niveau d'Issia? Oui, à l'époque. À l'époque. Oui. Et actuellement, qu'est-ce que vous faites? Non, actuellement, nous faisons ce travail parce que nous sommes en train d'aller vers les élections. Donc, nous sommes en train de faire le travail pour non seulement faire en sorte que les femmes soient élues, mais qu'une fois élues, elles puissent regarder plutôt l'usage qu'elles doivent faire du pouvoir et non se focaliser sur le pouvoir en lui-même. Il y a également le compendium des femmes mené par Madame la ministre Efrazi Yaou. Vous êtes associé à ce compendium? Nous collaborons effectivement avec le compendium et les actions que nous menons sont en synergie avec les actions du compendium pour ne pas que nous allions dans tous les sens. Et vous arrivez nous arrivons à nous entendre, ensemble, nous faisons des activités ensemble, nos experts sont disponibles pour le compendium, pour les formations qui y ont lieu, et le coaching que nous faisons est le prolongement de ce qui se fait déjà au compendium, et le compendium et même Madame la ministre sont régulièrement informés de ce que nous menons comme action. Madame Zamblé, vous avez parlé d'élections, on aura bientôt les élections législatives, les municipales bientôt. Et puis les autres, bien sûr, les régionales et puis présidentielles, pourquoi pas. À ce niveau, qu'est-ce que vous faites pour ces femmes? Là, nous avons démarré... Surtout qu'on a des femmes, je veux dire, de plusieurs partis politiques. Comment vous arrangez pour pouvoir organiser toutes ces femmes? Dites que vous êtes femme, allez-y à ces élections, certainement pour les remporter, pas pour votre parti, mais en tant que femme. Absolument. Il faut déjà se penser comme femme, comme actrice de développement, avant de ne se considérer que comme militante. Le temps arrive maintenant où les femmes doivent se dire « j'ai ma partition à jouer dans le pays » et le parti politique doit être pour moi le tremplin tout simplement pour y arriver et non m'absorber et faire de moi une personne qui est juste utilisée comme un moyen pour d'autres. Alors nous avons démarré un programme de coaching depuis quelques mois. Les femmes avec qui nous travaillons sont de divers partis politiques puisque nous avons écrit à tous les partis politiques. Nous avons également des candidates indépendantes avec qui nous travaillons et avec ces femmes, nous créons un groupe homogène pour qu'elles se perçoivent d'abord comme femmes avant de se percevoir comme militantes. Et le coaching a démarré. Nous amenons ces femmes à avoir la capacité de communiquer efficacement, d'avoir un programme pertinent de campagne, à proposer des choses intéressantes et avoir un plan de campagne parce que c'est de cela qu'il s'agit. Avoir un plan de campagne qui tienne la route. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir les moyens pour dire je suis candidat aux législatives,
aux élections municipales et puis y arriver. Exactement. Lorsque l'on va sur le terrain, les populations doivent se rendre compte que voici une personne qui se préoccupe de nous et qui veut faire en sorte que nous puissions nous développer et nous épanouir. Il faut donc leur présenter un programme qui leur montre que c'est leurs intérêts qui sont pris en compte avant tout. Et en menant cette activité, vous n'avez pas de parti politique, hein? Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Nous sommes une organisation de la société civile. Nous avons l'avantage de la neutralité. C'est pour cela que ces femmes viennent à nous sans avoir peur d'être instrumentalisées. C'était juste l'assurance. Alors c'est vrai, il y a la question du genre, hein, mais vous n'êtes pas en train de chercher à dominer les hommes, hein, n'est-ce pas? Non, non. Votre question me donne l'occasion aujourd'hui de clarifier et de préciser que l'approche genre n'est pas la famocratie. L'approche genre veut simplement identifier les inégalités, les injustices, les comprendre et faire en sorte de les réduire pour que nous arrivions à un développement juste, équitable et durable. Il s'agit donc de mobiliser toutes les compétences et toutes les énergies qui existent pour le développement du pays. Donc il ne s'agit pas donc de venir recréer le déséquilibre en renversant simplement les rapports de domination et de pouvoir. Nous serions en train de passer à côté de l'approche genre. Nous recevions Mme Zamblé Georgette, elle est psychologue, présidente de l'ONG Leader africaine. Avec elle, nous avons parlé des enjeux et défis d'une gouvernance par les femmes. Merci de nous avoir suivis. Restez sur RTI1.